Mesdames, Messieurs, Mesdames les représentantes de l'ambassade d'Ukraine, en cette soirée dédiée à la solidarité, je suis très heureux qu'à travers les mots de Catherine Deneuve, nous ayons pu entendre ce très beau poème de Lessia Ukrainka. Lessia Ukrainka, je l'ai appris aujourd'hui, qui a vécu à Sofia. Une rue de Sofia porte son nom, et c'est une des plus grandes représentantes de la culture ukrainienne. Je vais maintenant inviter nos deux éminentes personnalités, Ariane Chemin et M. Vassilev, à monter avec moi sur scène. Depuis plus de 2 ans, la Russie a lancé une guerre de choix et d'agression contre l'Ukraine, un conflit qui bouleverse nos consciences et nos valeurs. Nous aurons donc le privilège d'assister ici, ce soir, en avant-première à Sofia, à la projection du poignant documentaire de Mislav Tchernov, 20 jours à Mariupol, récipiendaire de l'Oscar du meilleur documentaire. Je profite de cette occasion pour saluer chaleureusement le Festival du film de Sofia pour son engagement à nos côtés ce soir. Ce documentaire, vous verrez, il est essentiel. Nous en avons discuté justement avec nos invités. La guerre, ce sont d'abord des images qui témoignent. Vous verrez dans ce film, on entend ces propos, un médecin qui dit « Filmez, filmez pour que le monde sache », alors il tente désespérément de sauver une enfant. Comme dit le cinéaste lui-même qui a réalisé ces 20 jours à Mariupol, ces images sont douloureuses, mais elles sont nécessaires, même si on aurait aimé qu'elles n'eurent jamais existé. Notre invité, Ariane Chemin, nous rappelait d'ailleurs que plus de 70 membres de la famille du cinéma ukrainien avaient trouvé la mort depuis le déclenchement de l'invasion russe. Il s'agit aussi de leur rendre hommage. Alors, pour avoir accepté de participer au débat auquel vous allez assister ce soir, toute ma reconnaissance à Madame Ariane Chemin, journaliste au Monde, qui est venue nous voir depuis Paris, ainsi qu'à Monsieur Boyko Vassilev, journaliste également et producteur de l'émission que vous connaissez tous, Panorama. Je crois que ce débat, nourri donc par des voix expertes et engagées, vise à éclairer notre compréhension de ce qui se joue en Ukraine pour nous tous et pour chacun d'entre nous. Chère Ariane, vous revenez d'Ukraine, mais permettez-moi de vous présenter brièvement notre public. Vous êtes journaliste, grand reporter au Monde, et aussi écrivaine, même si vous n'aimez pas que j'emploie ce mot. Vous avez écrit de très nombreux reportages sur l'Ukraine, vous nous direz, vous avez été à plusieurs reprises, vous allez y retourner. Mais comme nous sommes ici en Europe centrale, en Europe orientale, parmi tous les ouvrages que vous avez pu rédiger, je voudrais peut-être en citer 2. Alors je dirais dans le contexte de Sofia, Mariage en douce, consacré notamment au couple Romain Gary et Seberg, mais Romain Gary, comme vous le savez peut-être, a été diplomate ici à Sofia pendant quelques années, après 1945. Et puis, bien plus récemment, vous avez aussi écrit un ouvrage consacré à Milan Kundera, à la recherche de Milan Kundera. Et bien sûr, bien d'autres récits. Cher Monsieur Vassilev,
quelques mots vous concernant, même si tout le monde vous connaît ici. Vous êtes producteur et, je l'ai dit tout à l'heure, présentateur de l'émission télévisée hebdomadaire Panorama, diffusée sur la télévision nationale bulgare. Et aussi, vous avez réalisé de très nombreux documentaires sur bien des sujets. Et vous êtes particulièrement connu pour avoir couvert de façon remarquable les guerres en ex-Yougoslavie, à la fois en qualité de journaliste, mais vous avez aussi réalisé une série de documentaires. Et c'est peut-être un peu à ce titre aussi que je souhaitais vous inviter ce soir et vous remercier d'accepter de participer à ces échanges. Alors, maintenant que je vous ai présenté tous les deux, permettez-moi de vous poser quelques questions. Une première question, qui est une question à la fois essentielle, simple, mais voilà, j'ai envie de vous poser à chacune et à chacun d'entre vous cette question. Alors d'abord à Ariane Chemin, en qualité de journaliste française, pourquoi est-il fondamental de se mobiliser pour l'Ukraine aujourd'hui? Et ensuite je vous poserai à vous, Monsieur Vassilev, en qualité de journaliste bulgare, la même question. Pourquoi est-il fondamental aujourd'hui de se mobiliser pour l'Ukraine? D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis enchantée d'être là. Et en fait, pour répondre à votre question, peut-être je vais repartir de l'intervention de Catherine Deneuve, que vous connaissez évidemment tous, grande actrice française, toujours très présente. Et on l'a entendue là au Festival de Cannes, et on a l'impression qu'elle est très applaudie, et on a l'impression qu'elle tient un discours que beaucoup d'autres pourraient tenir, et ce n'est pas vrai. En fait, elle est quasiment la seule, je dirais, actrice et seule personne du monde du spectacle, à part Garel, le jeune acteur, qui s'est engagé pour l'Ukraine. Ça m'a frappé là au dernier César en France. Personne n'a parlé de l'Ukraine, personne. Et non pas que la France y soit indifférente, au contraire, je trouve que les Français se sont beaucoup mobilisés, ils ont accueilli beaucoup d'Ukrainiens, mais le monde du spectacle français ne s'est pas engagé. Et donc c'est pas du tout un combat partagé. Et si moi ça m'a intéressé, moi je suis pas du tout reporter de guerre, pas du tout spécialiste de diplomatie, de géopolitique. Je crois que c'est la première fois de ma vie, je me suis dit, en voyant quelques jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, je me suis dit mais tous ces noms, c'est comme je pense la guerre en ex-Yougoslavie, ça me rappelait mes livres d'histoire au fond. Des choses que j'avais lues, mais que je n'avais pas vécues, et comme une impression de retour de l'histoire, j'allais dire, alors que vous vous souvenez bien qu'à la fin du XXe siècle, on disait, voilà, c'est fini l'histoire, hein, c'est terminé, c'est fini les guerres, Et donc là, je me suis dit, je ne peux pas ne pas aller voir, et c'est comme ça que je suis partie une première fois, puis 5 ou 6 fois en Ukraine. Et d'ailleurs, en voyant aussi, en écoutant ce poème, je me souviens que mon premier séjour en Ukraine, quasiment la première personne avec laquelle j'ai parlé, c'était une femme qui avait tatoué sur son décolleté un vers, justement, de notre poétesse ukrainienne. Vous prononcez mieux que moi, Luc, le nom. Lesia Ukrainka, voilà. Ariane, alors je pose la même question à Monsieur Vassilev. Благодаря. Винаги е важно да се говори за Украйна. Защо е важно да се говори за Украйна в България? Първо, за мен е чест да бъда на този подиум заедно с вас и заедно с една от звездите на френската журналистика. Истински добър журналист. Но за да отговоря на въпроса, защо е важно? Не защото някой ще бъде убеден в нещо, което не иска да бъде. Това е невъзможно. В нашия разделен свят, в който всеки е в своя ехобалон, в мрежите, не можеш да бъдеш достатъчно убедителен, за да повярва той или тя, дори ако бомбата падне ето тук, наблизо до нас. Затова не виждам смисъл да убеждаваме хората, които вярват в нещо, което за тях е емоционално и никакъв факт не го разбива. Друго е важно обаче.
Първо, украинската част от българската връзка между България и Украйна не се познава в самата България. Много малко хора знаят, че удивителен човек като Леся Украинка не само е живяла в България, а е творила в България. Така призовавам всеки, който не знае за нея, да потърси информация. Той ще види една ренесансова личност, един истински борец, не просто за женски права и не просто за идентификация и за така украинска идентификация като украинка, но за всякакви други неща. Малцина знаят, че тя е тук на гости при нейния роднина Драгоманов, чиято дъщеря се жени за нашият невероятен строител на съвременна България, професор Иван Шишманов, който става първият български посланник в независима Украйна 1918 година. Но хайде историята така или иначе ние не я познаваме. Какво е важно днес? Важното днес е, че България е единствената страна в Европейския съюз, която е едновременно славянска и православна. Има православни страни, които не са славянски, като Гърция и Румъния. Има славянски страни, които не са православни, като Чехия и Словакия или Полша. Но България е единствената, която по този признак прилича най-много на Украйна и на Русия. Следователно, българското значение в Европейския съюз, като мерило за това, дали на нашите ширини демокрацията и европейската идея успява, е невероятно. Ако България бъде нарисувана като провал от нечия враждебна пропаганда, за което, между другото, най-големи съюзници са самите българи, защото ние самите сме едни, може би, първенци по скептицизъм и песимизъм, особено за самите себе си, това означава, че посланието за страни като Украйна, а в бъдещето и Беларус, става много тежко. Ето такива като вас не успяват в Европа. Затова аз смятам, че разговорът за Украйна в момента е разговор за България и ние трябва да го водим, колкото и на някои от нашите сънародници този разговор да им се струва труден и неприемлив. Merci à vous deux pour ces propos, pour avoir effectivement répondu à ma question, et puis le regard français, le regard bulgare, et vous avez effectivement souligné ces liens tout particuliers qui doivent unir la Bulgarie, l'Ukraine d'une certaine façon. Ma deuxième question peut-être, Ariane, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, vous revenez d'Ukraine, vous étiez, je crois, vous êtes rentré il y a à peine quelques semaines. Comment, selon vous, la situation évolue? Qu'est-ce que vous avez noté de votre tout dernier voyage en Ukraine? Je pense à ce que vous avez écrit dans votre journal Le Monde concernant un témoignage quand vous étiez à Kharkiv. D'un côté, les propos du maire de la ville disant que Vladimir Poutine n'avait pas renoncé malheureusement à la destruction et à la conquête de sa ville. Et puis en même temps, des scènes, c'est les mots que vous employez absolument extraordinaires, dans les souterrains, dans le métro, où vous avez les artistes, l'hymne ukrainien aussi qui résonne. Je dirais en quelque sorte la menace et la résilience aussi. Comment les deux se combinent? De plus en plus la menace et j'espère encore la résilience, mais de plus en plus la menace. Ça m'a frappé au fil de ces 2 années, de ces mois qui ont passé. En fait, j'étais à Kiev et j'avais rendez-vous avec la responsable de l'Institut national de démographie, qui est très invitée à peu près partout, qui a une personnalité intellectuelle très prisée en Ukraine. Et je lui dis, j'ai envie d'aller à Kharkiv. Elle me dit,
Vous savez, Kharkiv, pour moi, c'est l'obsession de Poutine. Et donc, nous nous sommes rendus avec le photographe qui m'accompagne toujours, qui est un formidable photoreporter et qui connaît l'Ukraine mieux que personne, Guillaume Herbeau. Et on avait déjà été 3 ou 4 fois à Kharkiv, et là, on a senti que c'était plus pareil. D'abord parce que la première chose, c'est que tous les Ukrainiens vivent avec des applications sur leur téléphone de plus en plus sophistiquées. Au début, c'était des simples alertes, un petit point rouge pour le début de l'alerte, un petit point vert pour la fin de l'alerte. Et désormais, les alertes sont tellement fréquentes que plus personne ne descend dans les abris. Et puis surtout, parce que les Ukrainiens se renseignent sur d'autres chaînes Telegram et d'autres canaux beaucoup plus sophistiqués, donc ils peuvent vous dire très exactement, il y a 2 drones Shahed qui sont partis, il y a 1 minute et demie de tel endroit, de Belgorod par exemple. Enfin, les gens vivent avec cette obsession, et surtout, en arrivant à Kharkiv, on n'avait plus de moments où il n'y avait pas d'alerte, c'était en continu. Ça a été la première chose qui m'a frappée. Et la deuxième chose, effectivement, j'ai voulu prendre le rendez-vous avec le maire de Kharkiv. Et c'est le génie de l'Ukraine, même en guerre, c'est de tout rendre facile aux journalistes. C'est l'art de la communication du système Zelensky, et c'est une bonne chose, je pense qu'ils ont raison. Et on prend donc rendez-vous avec le maire de Kharkiv, et je me rends compte que nous n'avons pas rendez-vous à la mairie. Et en fait, en rencontrant le maire, on a une sorte de ce qu'on appelle un rendez-vous secondaire, et le maire, en fait, il change de lieu de travail tous les 15 jours, parce qu'il sait qu'il est une cible désignée des Russes, et donc il est obligé de changer d'endroit. Et là, il m'explique que, et je me souviens très très bien de cette phrase, il me dit, d'abord, et ça m'a dérouté, il m'a dit, avant même que je commence à l'interroger, est-ce que vous pourrez dire à Paris qu'il nous faut des choses pour nous défendre des drones et des missiles? Depuis le 1er janvier, ça n'arrête pas. Nous sommes rentrés dans une nouvelle phase de la guerre, c'est beaucoup plus offensif, nous ne savons plus comment nous défendre. Évidemment, quand on dit ça à un journaliste français, moi j'ai malheureusement pas la possibilité et d'aller voir quelqu'un en disant, ben voilà, il faut un parapluie, une sorte comme en Israël par exemple. Bon. Et puis la deuxième chose, il dit, la guerre a changé de nature, c'est une guerre de désinformation. Et il m'explique qu'il est obligé de faire des vidéos quasiment tous les jours pour montrer qu'il est vivant, que Kharkiv ne s'est pas rendu, que les Russes ne sont pas rentrés à nouveau à Kharkiv comme ils ont essayé de le faire en 2022. Et donc la désinformation est telle sur les chaînes de télévision russes et aussi surtout les chaînes Telegram et les réseaux sociaux, sachant que Kharkiv est simplement à 30 km de la frontière russe. Hein, et donc il n'y a pas une personne à Kharkiv qui n'a pas de famille en Russie. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir comment les liens se sont comme ça rompus d'un jour à l'autre, parce qu'on ne peut plus parler avec un cousin qui est en Russie ou avec un frère qui vit en Russie. Et donc tous les jours, il est obligé de contrer cette désinformation en se filmant comme Zelensky un petit peu, pour montrer que non, la ville n'est pas tombée, non, il ne s'est pas rendu, non, il n'est pas mort. Et ça m'a beaucoup frappé. Et c'était très intéressant aussi, c'est très intéressant de discuter avec des habitants de Kharkiv qui vous racontent comment, je me souviens d'un professeur d'histoire qui devait avoir fait 8 ans d'études après l'équivalent du bac, et dont le cousin était chirurgien en Russie et avait dû faire aussi 10 ans d'études après le bac, et qui me racontait qu'au lendemain du 24 février 2022, bien son cousin chirurgien, dont il pensait que c'était l'homme le plus intelligent au monde, lui avait dit ne crains rien, nous allons vite venir vous délivrer des nazis. Je me souviens que ce récit m'avait quand même frappé. Merci beaucoup. Alors ça me permet de faire le lien avec la question que je voudrais cette fois-ci poser à M. Vassilev. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez couvert les guerres en ex-Yougoslavie. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous voyez des points communs entre ce que vous avez vu, ce dont vous avez témoigné dans les guerres en ex-Yougoslavie, et puis ce qu'aujourd'hui subit l'Ukraine? Ariane évoquait justement la désinformation, les manipulations, mais il y a certainement aussi d'autres aspects. Donc voilà, je serais très, très, très intéressé, je pense que nous serions très intéressés d'avoir votre point de vue sur cet aspect. Всяка война прилича на другата по своята жестокост и безмисленост, разбира се. Но аз ще така кажа няколко неща първо, които се различават. Разбира се, мащаба. В Украйна вече са загинали няколко пъти повече хора, отколкото през цялото време, по което траеха войните в бивша Югославия. Второ, мащабът и възможността
тази война да бъде достъпена от журналисти. За разлика от много други войни, войните в бивша Югославия, имам предвид Босна и Херцеговина и Косово, нямаха класически фронт. И журналистът можеше да бъде при всички страни и да контактува с всички замесени в конфликта, а те бяха поне 3 или 2. Но това, което казвате вие, това е общото, това беше борбата за истината. И тази борба за истината не беше никак лека. Тогава нямаше понятие като фейк нюз и като фалшиви новини, нямаше понятия като постистина, имаше си старата обикновена лъжа. А старата лъжа се появяваше тогава, винаги се появява тогава, когато войната има нужда от своята пропаганда от всички страни. Какво беше предизвикателството в тази лъжа? Разбира се, всяка от страните използва пропагандата, използва военната цензура, за да постигне някаква своя цел. Но войните на Балканите показаха нещо, което днес особено виждаме в Украйна. Понякога твоето предимство зависи не от жертвите, които нанасяш на противника, а от собствените ти жертви. Когато ти разкажеш за своите невинни жертви и този разказ се докаже като истина, ти можеш да спечелиш много повече, отколкото с оръжие на фронта. И затова борбата за истината, борбата за фактите, за доказването на фактите, стана изключително ключова тогава, още по-трудна е днес. Защото не всички хора, които отразяват войната, са първокласни журналисти като Ариан. Не всички, които говорят за войната, имат чисти намерения. И в края на краищата тези войни от 90-те до сега са в огромна степен войни на образа. А образа, парадоксално, което е уж най-обективното нещо, всъщност е това, което най-много лъже. С образа може да се манипулира, образ може да се произвежда, образът носи емоции. Имал съм случаи, в които буквално, понеже някой мисля, че това е метафора да газиш в кръв, но буквално ти се е случвало, виждаш пред теб смърт и след това някак собствените ти очи те лъжат. И собствените ти очи преувеличават мащаба на трагедията, която виждаш. Ако може, разбира се, една смърт да бъде преувеличена, но може. Затова изключително важно днес е да поставим някак съмнение пред това, което самите ние виждаме. Искаме ли да го видим и за това го виждаме? Или в действителност образите, които виждаме, са нещо, което е потвърдено първо от първокласни журналисти, второ от новите технологии като геолокация и други, и трето от логичния развой на събитията. И последното нещо, което искам да кажа, което обединява двете войни е идеологията на войната са конспиративните теории. Когато завесата на конспиративните теории пада, тя трябва да скрие истината, тя трябва да мобилизира хората за война и трябва да затвори нашите очи. Затова, ако има една идеология, която в момента противоречи и в най-голяма степен
застава срещу демокрацията. Това е идеологията на конспиративните теории. Аз имам пълен наръч от глупостите, които съм чувал в бивша Югославия. Ако днес реша да ги напиша в книга, тя ще бъде много дебел том. Но всички те се свеждат до едно. Ние сме добрите, безобразията, които правим, са оправдани и някъде там горе властните и мощни хора имат време да се занимават само с нас. Merci beaucoup. Est-ce que, Ariane, vous souhaitez réagir à ce que disait M. Vassilev, notamment sur les désinformations, le complotisme, oui, la vérité relative? Non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est la guerre des vérités alternatives, la guerre que mène la Russie à l'Ukraine. C'est fascinant parce qu'on croit toujours que ce n'est pas possible. Je pense à un exemple précis et qui fait écho au film qu'on va voir, 20 jours à Mariupol. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu le siège de Mariupol, il y a eu notamment la maternité de Mariupol qui a été bombardée. Et on a vu des images de femmes, vous allez le voir dans le film, qui sont évacuées sur des civières, elles sont enceintes ou en train d'accoucher. Et on a par exemple une responsable politique française qui s'appelle Ségolène Royal, dont je rappelle quand même qu'elle était candidate à l'élection présidentielle en 2007 en France, qui a mis en doute ces images. Et je me suis dit, mais qu'une responsable de haut niveau comme ça soit capable de mettre en doute des images, j'ai trouvé ça très grave au fond. Et je me suis dit, quand j'ai vu ce film à Paris, que je reverrai bien sûr ce soir, je me suis dit, mais j'aimerais tellement qu'elle aille voir ce film pour ne plus jamais répéter ces bêtises, quoi. Mais c'est très difficile de lutter contre le complotisme. Et c'est vrai que la désinformation, c'est peut-être ce qui me fait le plus peur dans cette guerre. Je vais vous donner un exemple concret. En octobre, j'étais avec ce photographe, Guillaume Herbeau, pas très loin de Kharkiv, c'était un hasard. Et puis, mon journal à Paris me dit, tiens, apparemment, un missile est tombé tout près de cette ville sur ce qu'on appelle la Nova Posta, c'est la nouvelle poste, qui est quelque chose de très important pour les Ukrainiens aujourd'hui, parce que comme il y a beaucoup de familles déplacées, des déménagements, des hommes qui partent au front, eh bien, il faut pouvoir envoyer très vite dans la journée un colis ou déménager à toute allure, etc. Et c'est devenu quelque chose de très familier dans la vie des Ukrainiens, cette Nova Posta. Et donc, un missile est tombé sur la Nova Posta qui était aux environs de Kharkiv. Et comme nous n'étions pas très loin, nous sommes arrivés les premiers à cet endroit. C'était un bain de sang, c'était affreux. Et il y avait les camions rouges de la Nova Posta dans la cour. Et puis un missile était tombé sur des femmes qui étaient en train d'empaqueter des cadeaux, de les affranchir. Et le lendemain, la personne qui nous accompagnait, qui parle à la fois le russe et l'ukrainien, m'a montré comment cet événement était raconté au premier journal de la télévision russe, au journal national. Et donc la Nova Posta était devenue un centre où se cachait évidemment une base de l'OTAN. Les camions avaient été maquillés et en images de synthèse, c'était devenu des camions militaires. Et c'est vrai que là, on a un grand moment de découragement parce qu'on se dit, mais que faire face à ça? Cette image a été diffusée à des millions de Russes. Et que vaut une petite parole de journaliste face à tout ça, quoi. Et c'est vrai que c'est vertigineux, je trouve. Et c'est très angoissant. Да, аз си спомням такива случаи. И аз си спомням такива случаи. Например, без да съм специалист специално в тази война, случаят клането в Буча е едно от най-добре документираните злодеяния в съвременната журналистика. Ако човек е чел разследванията от уважавани медии, не може да има съмнение. Само че аз съм срещал много хора, които смятат, че е доказано, че това е някаква измама. Въпреки че всички измами бяха доста надлежно разобличени. Но това е балона, в който живеем. 90-те също беше така. Когато за първи път отидох в Сараево през 1994 година, поводът беше една мина, която от босненските сръбски позиции беше паднала на пазара в Сараево и беше убила към 60 и няколко души. На пазара в пазарен ден. Това беше повод за ултиматум на НАТО, след който бяха изтеглени оръжията, но нямаше още удари върху Босна. Но това беше така или иначе важно събитие. Спомням си, че тогава веднага се появи един руски полковник,
който създаде алтернативна теория. И дори начерта някаква алтернативна траектория на тази мина, която беше физически невъзможна. Но си спомням тогава, колко много хора повярваха на алтернативната теория. Колко малко обаче повярваха, че това, което стана, е действително истина. За това всъщност е нужна журналистика, която трябва да проверява тези факти преди да стигнат до екран. Защото стигнат ли до екран, дебатът вече е излишен. Дебат може да има между различни мнения, но не може да има дебат между измислени и реални факти. Нека да кажа още нещо. Установяването на фактите в 90-те години стана толкова важно, защото няколко подобни инцидента станаха причина за удари на НАТО, по-късно в Босна, след това в Косово. Затова историята на войната и на журналистиката по време на войната се превърна в историята на няколко казуса, които се превърнаха в казус Бели. Първият, най-страшният, разбира се, беше Сребреница, която беше обявена за единствения геноцид след Втората световна война. И вторият казус беше Рачак в Косово. Някои от вас си спомнят, доста сложен казус, който аз съм бил там и съм разказвал за него, доста сложен казус между другото, но той стана повод за ударите на НАТО срещу бивша Югославия тогава. И последният казус, за който искам да разкажа, това е казусът, който отекна най-много в света през 1999. Ударът на НАТО върху сръбската телевизия. Понеже бях вътре в историята и бях по това време там, мога да го разкажа от първо лице. Установи се с абсолютни доказани факти, че е имало предупреждение за журналистите да напуснат телевизията преди това и че тя ще бъде ударена. Предупреждението, разбира се, отишло на някакви високи нива в ръководството. Ръководството на тази телевизия изнася всички партийни членове и всички журналисти и оставя да умрат гримьорката, операторите, няколко хора от техническия екип, защото НАТО трябва да убие няколко. Тази истина не я знам само аз, разбира се, я знаеха и жертвите на това ужасно нещо. И директора на телевизията Миланович дори беше обвинен за това нещо и лежа в затвора. Но за огромна част от света това беше удар върху телевизия, която работи. Виждате ли, всяка смърт е ценна, но кой е отговорен за тази смърт, след това, което ви разказах, трябва да си отговорите вие. Je trouve ça très intéressant que vous parliez de Boutcha, parce que Boutcha, c'est un peu l'inverse de Mariupol. La guerre en Ukraine, cette guerre-là, elle est peut-être l'une des guerres, je pense que vous serez d'accord avec moi, les plus documentées. D'abord parce qu'il y a les réseaux sociaux et que les gens postent des vidéos, ça a changé quand même pas mal la couverture d'un conflit. Et pourtant, Boutcha est à peu près à 20 km de Kiev. C'est un peu la banlieue verte et un peu chic de Kiev. Donc les habitants de Kiev aiment bien s'acheter une petite maison. Là, c'est pas du tout. Aujourd'hui, on a une vision déformée de Boutcha parce qu'on a vu que les horreurs de Boutcha, alors que c'est une ville très agréable où beaucoup d'universitaires aiment bien avoir une petite maison pour se reposer le week-end, etc. Et Boutcha, c'est vraiment à moins d'une demi-heure de voiture de Kiev. Et pourtant, on n'a rien su de ce qui s'est passé. Pourquoi on n'a rien su? Parce que l'électricité était coupée. Les communications étaient coupées, on ne pouvait pas rebrancher son portable. Donc la découverte de l'horreur de Boutcha, on se souvient tous du visage de Volodymyr Zelensky. Il avait jamais eu. On voit son visage quand il arrive à Boutcha, dans cette grande avenue. Maintenant tout le monde la connaît, avec ses cadavres qui jongent chacun des trottoirs. Eh bien, c'était tout près de la capitale de l'Ukraine et on n'en a rien su. Mariupol, c'est un peu différent. On voit
se mettre en place le siège de Mariupol, il y a la même chose, tout le monde est dans le noir, plus de chauffage, plus d'électricité, plus de communication, et heureusement, il y a 2 journalistes qui sont là et qui filment, et c'est l'importance du film que vous allez voir. Il tient moins... c'est pas un film ultra léché, ultra bien, forcément très, très bien réalisé, mais c'est ça qui fait sa force. On voit les images qui tressautent, on voit que c'est un film d'urgence, c'est un film qui se veut comme un document. Et moi, je me souviens très très bien que pendant le siège de Mariupol, je suivais sur les réseaux sociaux, à la télévision, l'aventure des journalistes dont on avait perdu un peu la trace, dont on se disait mais est-ce qu'ils vont réussir à sortir? Et on voit bien que pour eux, l'important, c'est de sortir effectivement pour témoigner. Et si on leur avait piqué leurs images ou s'ils n'avaient pas pu sortir, eh bien ce témoignage-là de l'intérieur de Mariupol, on n'aurait pas pu l'avoir. Donc même à l'heure d'une surcouverture médiatique, même à l'heure des réseaux sociaux, eh bien c'est la seule chose d'un peu rassurante dans ce film, parce que c'est quand même un film désespérant, c'est que le journaliste, il a quand même encore un rôle. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais aussi vous poser une question liée aux comparaisons historiques. Je vous invitais effectivement, M. Vassilev, à nous dire des points de comparaison entre ce que subit l'Ukraine aujourd'hui et les guerres en ex-Yougoslavie. C'est aussi une façon de dire que comparer, connaître l'histoire, c'est important. Et en même temps, nous avons, je crois, un peu tous le sentiment d'une forme d'impuissance, c'est-à-dire qu'on peut savoir, il y a des témoignages, mais on a l'impression que l'histoire, d'une certaine façon, se répète, que les atrocités se répètent, que la barbarie revient sur notre continent. Donc, que faire avec la connaissance, en fait? Il y avait une formule très forte de Vassili Grossman, l'écrivain né en Ukraine de langue russe, qui disait face à la barbarie, face au chagrin, reste la digue de la connaissance. Et il faut que cette digue, elle ne cède pas. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Историята е най-слабия учител, а може би ние сме най-слабите ученици. Това мисля аз. Да, има няколко общи неща, които мога да изредя съвсем набързо. Парадоксално е, че много бързо забравихме войната на Балканите. Младото поколение дори не си дава сметка за това, а един немски философ наскоро каза: за първи път от 77 години в Европа има война. И не просто един, а най-големия германски философ. Аз бях шокиран от това. Толкова ли бързо забравихме? Наскоро отидох по своите стъпки в Босна от 1994 да се срещна с някои от хората, с които съм се срещал тогава, преди 28-9 години. Тогава, сега вече са 30. И съм шокиран от усещането на хората, което надявам се да не сполети и Украйна. А то е особено. Докато върви войната, ти си под особен адреналин. Светът гледа към теб, светът помага. Световните медии са там и каквото кажеш, то се чува някак малко по-силно. Макар че наистина не само във Франция, но и тук много малко интелектуалци рискуват да говорят с Украйна, за да не загубят лайкове в социалните мрежи. И когато войната свърши, независимо как, ти оставаш с болката, с усещането на загуба и с въпроса къде е смисъла? Какво остава? Разбира се, много е важно как свършва войната. Но, пак казвам, това усещане е навсякъде. От всички хора. Защото на Балканите
имаше конкретни виновници, както и в случая, но Балканските войни някак приличаха повече на граждански и всяка от страните там извърши недопустими зверства. С което не казвам, че всички бяха еднакво виновни. Недопустими зверства. Значи това е първото нещо. Усещането след края. Да, това е варварство. Дори спомням си, че когато бомбардираха Сараево, измислих един термин урбаницид. Не геноцид, а урбаницид, когато унищожаваш един град с неговата градска среда, целенасочено, за да не може този град да живее. Спомням си обаче как това варварство стана причина за мнозина западни интелектуалци да дойдат за ден-два, не като ариан с месеци, да се заровят там, да стоят, но да дойдат за ден-два, да консумират славата, да експонират себе си в центъра на събитията, все едно те имат някакво значение и след това да си отидат и да напишат 2-3 книги. Една от най-вредните книги за Балканите обаче се появи преди войната в Босна и по принцип преди Балканските войни. Тя се наричаше Балканските призраци или Балканските духове на Робърт Каплан и неговата теза беше: абе, оставете ги, тия хора са си такива, те там се колят, убиват, те са такива, режат си главите за добър ден, оставете ги на мира, нищо не може да се направи. За нещастие казват, че тази книга е била прочетена от Хилари Клинтън и това е била причината за 3 години бездействие на Бил Клинтън по въпроса за Босна и Херцеговина. И знаете ли какво стана? Това ми го разказаха в момента босненците. Постепенно войната слиза от първите минути на новините. Постепенно слиза надолу. Става все по-незначителна новина. Отива към края. Хората се отчаиват. Казват: пак ли там се бият? Да продължим с вечерята. И хората в Босна тогава ми казаха: дано това не сполети Украйна, защото разликата между 90-те и сега е огромна от медийна гледна точка. Днес всичко става страшно бързо. Бързо идва научаването, но и бързо идва забравата. Бързо се сменя реда на новините. Днес се занимаваме с Украйна, утре става земетресение в други ден, някаква друга война в трети ден, правителствена криза в България и какво ли не още, и какво ли не още. Да не кажа за псевдозвездите и за всички останали. Това е огромна опасност. Все по-трудно е да държиш истински важното нещо високо в новините. И това не е проблем на журналистиката. Тя има много проблеми. Не искам да уневинявам. Това е проблем на времето, в което живеем. Така че аз се боя, че колкото повече тази война продължава, толкова по-малко внимание ще имаме за нея и толкова по-трудно ще става на Украйна да удържи. En fait, quand vous vous rendez aujourd'hui en Ukraine et que vous parlez de la guerre, la première chose que vous dira un Ukrainien, c'est « quelle guerre ?» C'est ce qui pour nous est une évidence, c'est-à-dire on parle forcément de la guerre qui a commencé le 24 février 2022. Eh bien, l'Ukrainien ne le comprend pas, il dit « quelle guerre ?» Pour la seconde guerre, il dit « full-scale invasion », invasion à grande échelle, mais il pense d'abord à la première guerre qui est celle de 2014, l'annexion de la Crimée, et l'invasion du Donbass. Et ça, ça nous rappelle à chaque fois que, sans doute, on ne manifeste pas une attention aussi intense qu'on devrait à ce genre de conflit. Et ça m'a beaucoup frappé parce que c'est toujours, à chaque fois, je me fais reprendre parce que je le sais bien maintenant, mais on me reprend, on me dit quelle guerre à chaque fois. Et donc les Ukrainiens vous disent, vous voyez, nous on a tout de suite compris le 24 février et parfois le 22 ou le 23 que les Russes allaient envahir l'Ukraine parce qu'on les connaît.
parce on savait ça depuis déjà 8 ans. Et ça, vous n'avez pas su le comprendre. C'est vrai que pour beaucoup d'Européens, pour les Français, l'Ukraine, c'était quoi? C'était Odessa, on allait passer un week-end, on allait... Si, quand même, il y avait je pense que, par exemple, Catherine Deneuve, elle connaît l'Ukraine parce qu'elle allait au festival de cinéma d'Odessa, que ça a été très important. C'est toujours la même chose, quand on connaît, on est plus attentif. Mais, et d'ailleurs, c'est pas pour détendre l'atmosphère, mais il y a une blague qu'on m'a racontée en Ukraine, parce qu'il y a un humour ukrainien très particulier, très cynique et très drôle. C'est l'histoire d'un Ukrainien qui se rend en France il y a 4 ans, et il dit, alors il rencontre des Français, il dit je suis ukrainien, il dit ah, l'Ukraine c'est quelque part en Russie, c'est ça, et donc il est obligé d'expliquer, puis il revient en 2021, il dit je suis ukrainien, il dit ah oui, ukrainien, alors c'est près de Kiev, c'est ça, et quand il revient malheureusement en 2024, il dit je suis ukrainien, on lui dit de quel oblast, et de quelle région, quoi, parce que maintenant tout le monde connaît les oblasts, les villes, voilà, et je pense que la connaissance d'un pays, évidemment, c'est toujours très important pour comprendre. Et Ariane, sur la question juste sur la question des comparaisons historiques, qu'est-ce que vous en pensez de leur utilité? Eh bien, les comparaisons historiques en France, notamment avec 1938, elles ont commencé à être faites il y a à peu près un mois, parce qu'il y a un certain nombre de responsables politiques qui ont fait cette comparaison. D'abord de journalistes, puis des responsables politiques, puis le président de la République lui-même, Emmanuel Macron. Et évidemment, le réflexe, c'est toujours de dire, voilà, l'histoire, ça ne se compare pas. Il ne faut pas faire de raccourcis historiques, c'est l'expression consacrée, mais quand même. Moi, j'ai le souvenir d'un livre passionnant que j'avais lu, qui est sorti il y a à peu près 3 ans, sur les correspondants français à Berlin en 1938. Et il racontait très très bien, ce livre raconte très très bien, archive à l'appui, comment ces correspondants vivaient un peu en vase clos. Ils ne voyaient rien monter parce qu'ils vivaient entre eux. Ils pensaient qu'il n'arriverait jamais rien. Ils n'avaient pas compris que la montée de manière très, très légale par les élections du parti nazi, eh bien, on allait vers une catastrophe. Et le seul qui comprend ça, c'est parce qu'il a un dentiste qui est juif et qui commence à lui expliquer que c'est très compliqué. Et par exemple, ce récit m'a beaucoup frappé parce que ça racontait très très bien l'aveuglement. Et donc de temps en temps, je pense qu'il faut quand même faire des comparaisons historiques. Vous vouliez réagir, je crois. Още едно сравнение ми идва на ум, сега когато говорим. Войната циментира идентичностите. Украинската идентичност днес е много по-стабилна и много по-здрава, отколкото беше през 2014 и отколкото дори беше през януари 2022 година. Мисля, че това е безспорно за всички. И така че Путин, разбира се, не е прав, че Ленин създаде Украйна, но той помогна това създаване да стане много по-твърдо. Ще направя паралел с идентичността на босненските мюсюлмани през 90-те години. Тази идентичност беше много по-здрава след войната, като идентификация, като бушняци, отколкото преди войната. Така че войната има и такава роля. Тя циментира идентичностите, тя ги втвърдява и тя помага за процеса за създаването на нации. Аз дори съм писал по този въпрос, че трябва да има 2 условия за това. Силен проблем, който поставя под въпрос оцеляването ти, и второто нещо е силна външна подкрепа на света. И ако се сетим за такива примери, и на Балканите, те са много. Но аз мисля, че ще сбъркаме, ако се върнем към общи сравнения, примерно от Втората световна война и така нататък, защото те ще скрият главното и особеното в тази война. Аз мисля, че дори те биха били обидни за украинците, защото особеното, важното в тази война, специфично украинското, е това, което има значение. И преди няколко седмици разговарях с
лидера на опозицията в Беларус Светлана Цихановская. Тя искаше българите да разберат борбата на беларуската опозиция и по много особен начин направи сравнение с българското освобождение от Османската империя, като каза, че ето и ние не искаме да бъдем от този руски мир, целия, искаме да бъдем себе си, искаме да бъдем свои, искаме да имаме своето усещане, своите обичаи, своята нация. В днешния постмодерен свят, в който националната идентичност често бива присмивана, често бива усмивана, върху нея така справедливо или не се изсипва постмодерната критика на либералната градска общност. Точно в този свят Украйна показва, че е много важно ти да съединиш борбата за демокрация с борбата за патриотизъм, за защита на твоята нация и за защита на твоята специфика и национална идентичност. Non, la comparaison que je voulais faire, c'était sur l'aveuglement, en fait, plus. C'était dire, il y a eu un... Oui, c'était vraiment ça, il y a eu quand même un aveuglement. Il y a eu un aveuglement de l'Occident par rapport à la menace, je pense, russe, à tel point que personne ne croyait que Poutine allait envahir l'Ukraine. Donc c'est plutôt de l'aveuglement dont je parlais. Sur l'identité ukrainienne, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que l'itinéraire de Volodymyr Zelensky raconte très bien la naissance de cette identité ukrainienne. Il naît et il grandit dans une ville, Kryvyi Rih, qui est une ville de l'Est de l'Ukraine, totalement russophone, comme par exemple Kharkiv ou Odessa. Et donc c'est d'ailleurs l'erreur de Poutine de penser que parce qu'une ville est russophone, elle est russophile, ça n'est pas du tout le cas. Il grandit dans cette ville, il a 12 ou 13 ans au moment de la chute de l'Union soviétique. Et donc il connaît cette décennie des années 90 très compliquée dans tous les pays de l'espace post-soviétique, où c'est l'époque aussi de la disette, de la famine, mais aussi des difficultés économiques, aussi des bandes de voyous, toute cette décennie qui d'ailleurs n'a pas été tellement explorée. Il continue à parler russe, il se présente à l'élection présidentielle en 2019, il apprend l'ukrainien vraiment à cette occasion, hein, il ne parle pas, il est peut-être le plus, j'allais dire pro-russe, c'est pas vrai, mais le plus conciliant de tous les candidats à l'élection présidentielle avec la Russie, mais quand la Russie envahit l'Ukraine, il est le premier résistant. Il est l'homme qui incarne l'identité ukrainienne, il est l'homme qui refuse les propositions que lui font d'autres pays étrangers, soit de fabriquer un gouvernement en exil en Pologne, soit de se rendre, par exemple le président Macron a proposé à Vladimir Poutine de l'accueillir en France. Il dit non, il résiste et il est aujourd'hui le plus ukrainien des Ukrainiens, ou plutôt le premier il refuse le culte de la personnalité, mais il incarne cette identité ukrainienne que Poutine n'a pas du tout vu monter et exister, et que sans doute les Occidentaux n'ont pas tellement bien saisi non plus, je pense. Merci beaucoup. Ça me permet alors de venir de vous poser cette question, cette fois-ci liée à la culture. Justement, Ariane, vous évoquiez la question de l'identité. L'identité ukrainienne, finalement, que l'on connaissait mal, malheureusement, si je puis dire, ailleurs en Europe, en particulier en Europe occidentale, je dirais en France aussi, et qu'on découvre aujourd'hui. Alors, on évoquait donc Catherine Deneuve qui se mobilise pour l'Ukraine, c'est une artiste, donc elle se mobilise en qualité d'artiste, en tant qu'actrice. Nous avons aussi d'autres interventions qui sont faites, nous avons des films, nous avons des fictions qui se créent. Je pense aussi qu'il est très important de traduire et de faire connaître les littératures ukrainiennes. La question que j'aimerais vous poser à chacun d'entre vous, c'est effectivement que peut la culture aujourd'hui, que peut la littérature pour parler de ce qui se passe. Quel rôle elle peut avoir, la culture? Ariane, et puis après alors c'est drôle que vous posiez cette question parce que
C'est une question que je me suis posée parce que quand je suis retournée en Ukraine, là, au mois de février, j'ai rencontré un jeune écrivain ukrainien dont on m'avait dit que c'était vraiment quelqu'un de très brillant. Et en fait, mon journal m'avait demandé un reportage sur la vie intellectuelle en Ukraine en temps de guerre. Et je dois dire que je n'avais pas très envie de faire ce reportage. Je me souviens, je me dis, oh là là, c'est compliqué. Que je... Et je rencontre ce jeune écrivain ukrainien qui s'appelle Alexandre Miked. Et on avait rendez-vous dans un café à Kiev. Il sortait du travail et en fait, il est aujourd'hui enrôlé dans l'armée, mais je pense qu'il fait plutôt, il ne voulait pas dire exactement ce qu'il faisait, mais il n'est pas sur le front, mais il travaille pour l'armée à Kiev. Et je commence à poser mes questions un peu bêtes, je dois dire, en lui disant, bon, alors, est-ce que vous pourriez me raconter? Est-ce qu'il y a toujours des colloques? Et il me regarde et il me dit, vous ne préférez pas que je vous raconte ma vie? Je dis d'accord, il commence et là il m'explique que un an avant la guerre, il s'était acheté une maison à Boutcha avec sa jeune compagne et qu'il avait aussi décidé, parce que ses parents vivaient à Kiev, de les installer également à Boutcha dans un appartement pas trop loin pour qu'ils puissent veiller sur ses parents qui étaient chacun des grands profs d'université, l'une spécialiste de littérature américaine, sa mère, et l'autre spécialiste de littérature ukrainienne. Et il a commencé à me raconter Boutcha, la guerre, et tout d'un coup, pourtant, Dieu sait si j'avais lu et vu des reportages et lu des articles sur Boutcha, c'était plus du tout la même chose parce que c'était un écrivain qui parlait. Et tout d'un coup, il me le racontait avec une intelligence, une précision, des détails qui rendaient ce récit totalement différent de tout ce que j'avais pu entendre. Et donc, au bout d'un moment, j'avais posé mon crayon, j'ai repris mon crayon, j'ai commencé à prendre plein de notes. Et au milieu de son récit, on était déjà là depuis 1h30, j'ai dit, bon écoutez, on va continuer, je m'en fiche de cette histoire là, de la vie intellectuelle en Ukraine, là ça m'intéresse plus du tout, c'est votre histoire qui m'intéresse, et j'ai complètement changé. Et en fait, je l'ai fait, c'était un article assez facile à faire, j'ai ouvert les guillemets en début d'une première page, je les ai fermés 2 pages plus tard, et c'est un article qui a suscité beaucoup de réactions de lecteurs, parce que c'était d'une force incroyable, qui est la force. Pas du tout, ça, je n'ai rien à voir avec ça, c'est la force de la littérature. Et avec ses parents, d'ailleurs, il racontait la guerre en parlant de littérature. Il y avait plusieurs choses qui m'ont marqué. D'abord, il me racontait sa mère qui était prof de littérature américaine et qui était dans son appartement à Boutcha. Et il disait, je n'ai pas réussi à convaincre mes parents de quitter Kiev et Boutcha. Il les a laissés, puis lui, il est parti à l'ouest de l'Ukraine. Donc ce truc le traumatisait. Et sa mère regardait les avions qui passaient devant l'aéroport d'Ostomel. Elle disait, oh, c'est comme dans un film américain, c'est incroyable. Et elle en parlait de manière guillerette. Et puis, tout d'un coup, il perd de vue et il n'a plus de contact avec ses parents pendant toute l'occupation de Boutcha. Et quand enfin il a son père au téléphone, le premier coup de téléphone, son père lui dit, ça va, Alexandre? Est-ce que tu as lu les récits de la Kolyma? Première phrase que prononce son père. Et alors il dit oui, bien sûr. Il dit, tu vois, c'est à peu près la même chose. On a appris plein de choses. Maintenant, je connais le nom de toutes les armes des Russes, le nom de tous les missiles, de toutes les kalachnikovs. Et ça nous sert à rien. Et il dit, j'étais très fière. J'ai trouvé que cette première phrase que mon père m'adressait, après qu'on se soit retrouvé, après cette perdue de vue et de son pendant 1 mois et demi, c'était les récits de la Kolyma. Et c'est vrai que ça donne à ce récit quelque chose que seule la littérature peut apporter. Vassiliev, peut-être juste sur ce point, ici à Sofia, au Théâtre National, j'ai vu la pièce de théâtre La Haye, qui raconte le procès imaginaire de Vladimir Poutine. Donc voilà, dire qu'ici, en Bulgarie, on réfléchit aussi à la place de la culture pour raconter la guerre en Ukraine. Mais je vous en prie. Мисля, че да. Сега, аз ще разделя отговора на 2. Абсолютно съм съгласен с това, което Ариан каза. Литературата, какво означава културата? Културата означава този разказ, който току-що чухме. Но аз ще разделя отговора на 2 части. Първо, самата култура, самата литература. Хубаво е да я четем, за да разберем за конфликта, като си даваме сметка, че големите книги за този конфликт тепърва ще бъдат написани. Но ако се върнем назад, дори в класическата литература, хубаво е да я четем.
Препоръчвам на всички Леси Украинка и нейните текстове. Препоръчвам нейната биография. Препоръчвам, разбира се, фигурата на Драгоманов и това, което Шишманов на времето е писал по тези въпроси. Но дори ако човек чете внимателно, включително и руската литература, ще разбере, че Украйна не е измислица. Включително Пушкин пише Украйна глуха вълнавалась, цитирам на руски. Тоест Украйна не е измислица, поне в средата на 20 век, а той пише за неща, които се развиват много, много по-рано. Но тук има важна част от въпроса за хората на културата и за техните разкази. Аз приемам те да мълчат. Защото когато човек не е наясно с една тема, по-добре да не говори. Когато човек не иска да се ангажира емоционално с една тема, по-добре да не говори. Приемам това. Това, което не приемам е те да лъжат целенасочено и да дрънкат глупости. Защото, дами и господа, глупостите на хората на културата са хубави, цветни и се чуват прекрасно. Отекват, стигат до дълбините на душата и често объркват хората. А някои от хората на културата са склонни да бъдат такива. Да жертват истината заради някаква кауза, която на тях им се струва красива. Никога няма да забравя, че Радован Караджич, осъден по-късно от трибунала в Хага, беше поет. При това не лош поет. Няма да забравя колко поети от всички страни на фронта използваха стиховете си като оръжие, вместо да ги използват на страната на истината и на страната на мира. Затова отговорността на хората, които умеят да говорят, е огромна, защото те трябва да говорят нещо, което е най-близо до истината. Абсолютната истина е невъзможна. Но какво е светът, какво е отговорността на човека, който говори, ако не се приближи до нея, възможно най-много? Merci beaucoup et ça me fait penser aussi dans le documentaire que nous allons voir tout à l'heure, une phrase prononcée par une des personnes qui subit le siège de Mariupol et qui dit au documentariste, au cinéaste, merci d'avoir raconté l'histoire de notre ville. Alors c'est très douloureux d'entendre ça, mais ça prouve aussi effectivement combien il est important à la fois de documenter, de filmer, de raconter, d'utiliser peut-être aussi le talent des uns et des autres pour pouvoir parler de ce qui se passe. J'aurais peut-être maintenant une toute dernière question, qui serait une sorte de boucle par rapport à la question préliminaire. Alors, je me tourne vers Ariane pour cette question. Vous avez dit que vous n'étiez pas, au départ, vous n'étiez pas une spécialiste de l'Ukraine, vous n'étiez pas non plus reporter de guerre, mais vous avez décidé de vous y rendre. Et vous avez décidé de vous y rendre à plusieurs reprises, de faire des reportages, de nombreux reportages. Vous continuez, vous allez de nouveau retourner en Ukraine. Pourquoi ? Parce que je suis comme mon voisin. Je trouve insupportable qu'on puisse raconter n'importe quoi sur ce conflit, et c'est quand même encore assez fréquent. Parce que je supporte pas la petite musique défaitiste que j'entends, et parce que, comme vous le disiez, il y a des conflits que je ne connais pas du tout, sur lesquels je ne m'exprimerai pas, et je ne suis effectivement pas du tout une spécialiste, mais j'ai envie que... C'est toujours le journaliste de presse écrite, il a envie d'être lu. Et donc moi, j'essaye
d'incarner cette guerre par des récits en m'attachant à des personnes, à des récits très pointillistes, parce que je crois que dans cette guerre de désinformation, il faut être ultra précis. Plus il y a de détails, et mieux c'est. Et donc, je ne veux pas employer des grands mots parce que je vais pas commencer à parler de la mission du journaliste, c'est trop emphatique. Mais comment dire, j'ai pas envie de lâcher l'affaire, voilà. Et c'est pour ça que j'y retourne, et puis parce que ça me passionne. À partir du moment où c'est toujours pareil dans le journalisme, quand on commence à s'investir dans quelque chose et à un peu mieux le connaître, eh bien, c'est passionnant. J'ai pas envie de commencer à... Je n'ai pas envie d'avoir passé 2 ans à aller en Ukraine et me dire, bon, ça stagne, c'est toujours pareil, ça bouge pas, le front bouge d'1 mètre et pas plus, cette guerre s'enlise. J'ai pas envie de tenir ce discours-là, donc j'ai envie d'y retourner. Poser la même question à M. Vassilev d'une forme différente, c'est-à-dire lorsque nous nous sommes rencontrés une première fois et que j'ai évoqué ce débat, vous avez tout de suite dit oui, que vous souhaitiez effectivement être des nôtres et être ici ce soir à l'Institut français pour cette soirée de solidarité. Alors pourquoi effectivement aussi cet engagement de votre côté, même si je vous ai un peu posé déjà cette question, j'aimerais vous entendre à nouveau. Моят отговор е много прост и много кратък. Най-важното нещо, което става в момента, е това, което става в Украйна. Така както Балканските войни бяха най-важното нещо, което ставаше тогава. И искам да знам, че не съм мълчал. Това е. Merci beaucoup pour ces mots, merci beaucoup pour ce débat, et voilà, c'est une soirée qui était essentielle pour nous. Nous allons avoir une petite pause maintenant de 10 minutes environ avant la projection du film. Nous avons pensé peut-être organiser des échanges après le film. Je ne suis pas certain que nous allons le faire, tout simplement parce que c'est un film extrêmement... J'essaie de trouver le mot le plus juste possible, mais c'est un film très dur en fait. Je ne suis pas sûr qu'on ait très envie de parler après, mais en tout cas, cette possibilité, on pourra éventuellement le faire aussi. Alors, je vous propose d'applaudir nos invités et de les remercier encore une fois.